que dans le souci de répondre aux exigences de l'Union européenne, le Conseil du café cacao a entrepris depuis 2019 un recensement des producteurs qui nous a permis d'arriver à un résultat d'environ 1 100 000 producteurs recensés au niveau de la production du conseil, au niveau de la production du cacao et du café. Alors, ce programme de recensement-là s'est étendu de 2019 à 2022 et il a permis de faire la géolocalisation des parcelles des producteurs. Il fallait, dans cette même veine, procéder au recensement des ménages afin d'adresser les questions sur la traçabilité sociale et le travail des enfants dans la cacaoculture. Alors, passé cette étape de recensement, le Conseil du café cacao a voulu matérialiser ce travail-là par la production de cartes de producteurs qui permet à la fois d'être une carte professionnelle qui permet d'identifier le producteur, dans un deuxième temps d'identifier sa plantation et sa production, et dans un troisième temps de pouvoir adresser les questions liées à son ménage et à sa famille. Tout ceci a permis d'aboutir à la mise en place d'un système national de traçabilité qui aujourd'hui nous permet d'adresser les questions des diligences liées aux exigences de l'Union européenne. Alors, quels sont les outils utilisés par le système national de traçabilité? Dans un premier temps, nous avons la carte du producteur qui permet d'identifier le producteur, qui permet de géolocaliser sa plantation et qui permet de disposer de données fiables sur la production de ce producteur-là et qui permet de renforcer le suivi des flux physiques et financiers de la filière café-cacao. Alors, comment identifier cette carte? Cette carte a des caractéristiques bien précises. Sur cette carte, nous pouvons identifier distinctement le numéro matricule, qui est un numéro matricule unique pour chaque producteur, qui permet de l'identifier, qui permet aussi de gérer tout ce qu'il y a comme question de paiement. Cette carte dispose d'un QR code qui contient les informations relatives à son ménage et à sa plantation. Et en plus, cette carte dispose d'une puce bancaire qui permet de sécuriser les paiements et les opérations financières liées aux ventes de cacao. Alors, cette carte-là, dans le système national de traçabilité qui a été mis en place par le Conseil du café cacao, fonctionne avec des outils. Nous avons dans un premier temps la carte qui permet d'identifier à partir du Boschamp. Au niveau des magasins et des délégués, nous disposons d'un terminal électronique qui permet de procéder aux achats. Ensuite, nous disposons d'un scellé. Ce scellé contient un QR code ou des barres qui permettent de pouvoir lier
les informations du producteur au SAC et de suivre le parcours de l'achat brousse jusqu'à l'entrée des usines d'exportation. Alors, quels sont les avantages de ce système-là? Ce système permet de protéger les revenus par le paiement effectué via les TPE qui permet un prix garanti bord champ, étant donné que avec le paiement électronique, il n'est pas possible pour le délégué ou le pisteur de manipuler le prix, étant donné que le prix est directement incorporé à l'outil dès le démarrage de la campagne. Il permet de sécuriser les revenus financiers, étant donné qu'il réduit la manipulation d'espèces financières au bord champ. Le paiement se fait désormais de manière électronique, soit par mobile money ou bien par paiement bancaire. Ce système-là permet aussi, à travers la carte du producteur, une couverture sociale à travers la prise en charge par le Conseil du café cacao et l'État de Côte d'Ivoire de la couverture maladie universelle à un taux de 100%. Il permet aussi de faciliter les appuis aux producteurs, détenteurs de cartes, de sorte à ce que les appuis du Conseil café cacao puissent aller directement vers les personnes concernées, étant donné qu'elles sont identifiées au niveau identifié en tant que producteur. Alors, de par ce cheminement qui part de l'achat brousse, l'identification du producteur et de sa plantation, à travers tous les outils que nous avons cités, notamment les QR codes, le scellé qui permet de procéder à l'identification du sac jusqu'à l'usine, nous pouvons garantir qu'à l'entrée des usines, nous obtenons une traçabilité de bout en bout, du bord champ jusqu'à la plantation. Du bord champ jusqu'à l'usine de l'exportateur, pardon. Nous amorçons à partir du 1er septembre 2026 la généralisation de la phase d'utilisation de la carte du producteur. Il faut déjà dire que depuis 2023, nous avons expérimenté des phases pilotes avec certaines coopératives qui ont été enrôlées. Et à ce jour, nous dénombrons 2300 sociétés coopératives enrôlées dans le système national de traçabilité qui utilisent les terminaux et qui utilisent le système qui a été mis en place au sein de ces sociétés coopératives. Alors, ce dispositif Vous avez coupé votre micro. Allô, monsieur Koulibaly, on ne vous entend plus. Excusez-moi, il faut dire qu'à ce jour, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous avait perdu, je crois, Ah, d'accord. 1 minute environ. D'accord. Donc, je disais que le dispositif permanent d'identification
des producteurs demeure en région, dans nos 13 délégations régionales. Il concerne les producteurs non encore recensés et les producteurs qui ne disposent pas encore de carte. Alors, l'appel que nous pouvons lancer aux sociétés coopératives aujourd'hui est qu'elles pourraient faciliter l'acquisition de cartes de leurs membres en identifiant elles-mêmes d'abord les membres de leur société, de leur société coopérative qui ne disposent pas de carte, en faire un fichier, contacter l'agent Conseil Café Cacao qui s'occupe de la zone d'activité en question afin de faire remonter ces informations-là vers la délégation régionale du Conseil du Café Cacao qui pourra actionner une équipe de sorte à ce que, en collaboration avec la coopérative concernée, elle puisse organiser une session de rattrapage spécial pour pouvoir avoir toutes ces personnes-là en même temps à un endroit précis où la coopérative voudrait bien les rassembler. Voici en quelques lignes, étant donné qu'on n'a pas, jusqu'à présent, on n'arrive pas à vous faire partager. Je ne sais pas si M. Chérif a réussi à ouvrir. Non, en fait, j'ai toujours pas reçu la présentation. J'ai reçu même des mails récemment, mais pas la présentation. En fait, je ne sais pas si c'est votre système de sécurité, mais je reçois des notifications de régie. En fait, D'accord, donc il faut clôturer et puis on va... Donc, cette présentation pourra vous être partagée peut-être à la fin de la journée, quand les soucis techniques nous permettront. Mais voici un peu pour ma part les généralités que je pouvais vous partager sur ce qui est du système national de traçabilité et la distribution des cartes à ce jour. Je vous remercie. Ok, merci, M. Feignant. Je pense que de façon résumée, avant de vous donner la parole, lorsque le Conseil du Café Cacao décide de mettre en place un système de traçabilité, c'est essentiellement pour répondre aux exigences de conformité à certains standards, notamment celui de l'Union européenne. Et donc, le Conseil a procédé à l'identification de l'ensemble des producteurs, ça a été dit tout à l'heure. Il faut noter que dans toute la chaîne d'approvisionnement, sinon au niveau de tous les acteurs de la commercialisation du café et du cacao en Côte d'Ivoire, seul le producteur n'était pas identifié. Tous les autres acteurs sont soit agréés, codifiés et donc identifiés, référencés dans une base de données. Donc, il fallait identifier le producteur à travers le recensement, son recensement, et ensuite cartographier le verger pour avoir une idée de l'étendue des superficies sur lesquelles le cacao est cultivé. Et donc, désormais, c'est chose faite. Mais après l'identification, il a fallu mettre en place un système d'immatriculation du producteur de façon à ce qu'on puisse l'identifier de façon unique. Donc, le producteur a été immatriculé. Il a été immatriculé par le Conseil du Café Cacao et cette immatriculation est matérialisée à travers la carte que nous lui remettons. Donc, cette carte-là, elle comporte plusieurs caractéristiques. D'abord, elle permet d'identifier le producteur lui-même de façon unique dans son milieu. Elle permet d'avoir des informations sur son verger. Et ensuite, il y a des fonctionnalités qui ont été introduites à la carte pour permettre de l'utiliser comme un support de commercialisation. Et donc, elle est dotée d'un QR code qui renferme les informations sur le producteur, mais elle est aussi dotée d'une puce bancaire pour permettre des transactions financières. Et cette carte est parfaitement interopérable avec le système de mobile money qui est beaucoup plus répandu en milieu rural
que, comme on appelle, les guichets automatiques des banques auprès desquels l'utilisateur de la carte pourrait éventuellement retirer des ressources. Et le conseil a commencé à distribuer cette carte-là depuis 2 ans. M. Feignan vous a dit qu'on a une réalisation d'environ 900 000 producteurs qui ont bénéficié déjà de la carte. Et comme le recensement et la distribution des cartes sont des opérations dynamiques, jusqu'à présent, on a installé des équipes dans les régions pour pouvoir continuer, pérenniser ces activités-là. La difficulté que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a des producteurs qui ont été recensés par le passé, mais que nous avons du mal à retrouver souvent. Et donc, au cours de la campagne qui est en train de s'achever, il y a des mesures qui ont été prises pour mettre à contribution les sociétés coopératives dans l'identification des producteurs et donc faciliter après la remise de la carte en passant par la société coopérative. Je pense que ça, on pourra en débattre peut-être dans le cadre tout à l'heure des échanges. Alors, cette carte-là, elle constitue l'outil principal du système national de traçabilité qui a été déployé. Alors, c'est un système qui ne vient pas, je dirais, de nulle part. On s'est inspiré de l'existant, de ce qui est fait déjà avec des privés qui avaient chacun à son niveau initié des systèmes de traçabilité. Et donc, nous avons fédéré l'ensemble des fonctionnalités de ces systèmes-là pour mettre à la disposition de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement un système unique de traçabilité. Voilà. Et donc, ce système-là, il permet effectivement de suivre le parcours du produit depuis la parcelle cartographiée du producteur jusqu'à l'embarquement de ce produit-là au port d'Abidjan ou de San Pedro. Donc, la carte du producteur dans les transactions à travers ce système-là permet d'identifier clairement le producteur et ses actifs. Et pour pouvoir suivre les volumes que ce producteur met en vente tout au long de la chaîne d'approvisionnement, nous avons imaginé un dispositif d'étiquettes que nous appelons les scellés, qui sont posés sur la carte et qui permettent de rattacher le matricule du producteur au numéro de scellé, de façon à ce que pour tout sac scellé qu'on retrouve tout au long de la chaîne d'approvisionnement, nous pouvons remonter au producteur et donc à sa parcelle qui a été cartographiée lors du recensement. Alors, aujourd'hui, l'état des lieux du déploiement du système de traçabilité, c'est qu'au cours de la campagne qui s'achève, nous dénombrons sur 2700 sociétés coopératives codifiées, 2300 sociétés coopératives dans lesquelles le système de traçabilité a été installé. Et sur la période octobre-décembre, avant que nous ne nous enlisions dans la crise de commercialisation du cacao, l'ensemble des sociétés coopératives enrôlées avaient commercialisé environ 160 000 tonnes. Donc, il y avait une bonne dynamique dans l'utilisation du système de traçabilité. Et donc, c'est cette dynamique-là que nous voulons consolider au cours de la campagne prochaine. Alors, nous apportons, en fonction des retours du terrain, des flexibilités au système pour qu'il soit digeste pour tous les acteurs, vu que c'est un nouveau système que nous sommes en train de généraliser, on apporte des éléments de flexibilité. Si bien que nous avons permis à chaque société coopérative, pour un producteur qui n'est pas enrôlé, de procéder à une pré-identification de ce producteur-là, quitte pour nous à compléter l'identification et à confirmer son statut de producteur par la géolocalisation de sa ou de ses parcelles. Ensuite, nous avons réalisé des travaux avec les privés, surtout ceux du GPEX, des travaux qui ont consisté à fusionner nos bases de données pour nous assurer que nous avions les mêmes producteurs avec les mêmes parcelles et nous accorder sur l'immatriculation unique du producteur qui devrait désormais être utilisée par tous les acteurs qui identifient le producteur tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'un mois de l'ouverture de la campagne. Les retours qui nous reviennent, c'est
c'est que la plupart des sociétés coopératives, sinon certaines d'entre elles, disent ne pas avoir suffisamment de membres enrôlés à travers le système de traçabilité. Alors, pour la plupart de ces sociétés qui nous ont approchés, lorsque nous avons mis en place le système de rapprochement afin d'identifier leurs membres recensés à travers le système national de traçabilité, on s'est rendu compte que pour certains d'entre elles, il y avait bon nombre de producteurs qui étaient recensés, mais qui n'avaient pas déclaré à la société coopérative qu'ils disposaient effectivement des cartes. Donc, la conclusion que nous tirons quand nous sommes confrontés à ce genre de cas de figure, c'est de dire aux sociétés coopératives de réaliser un véritable état des lieux de leurs producteurs en ce qui concerne leur enrôlement dans la base de données du Conseil Café Cacao. Première étape. La deuxième étape va consister pour ces sociétés coopératives-là à identifier clairement ceux qui n'ont pas fait l'objet de recensement ou bien ceux qui ont été recensés qui n'ont pas leur carte et de se rapprocher de nos délégations régionales afin que nous puissions mettre en place, sinon en route, les mesures dirigeantes qui permettraient à ces producteurs-là d'avoir rapidement leur carte, compte tenu du fait que cette carte-là devient indispensable dans la commercialisation du cacao. Voilà. Il y a certains qui nous disent, bon, je ne suis pas recensé, le système de traçabilité est difficile, soit, mais malheureusement pour eux et nous, le marché européen devenant très exigeant, il sera difficile pour nous de pouvoir autoriser la commercialisation du cacao d'un producteur qui n'est pas identifié et dont on n'a aucune information sur la parcelle. Voilà. Donc, nous invitons l'ensemble des sociétés coopératives à s'inscrire résolument dans cette démarche-là. Hein, pour votre information, nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des exportateurs, des multinationales, pour que l'enrôlement du producteur soit une condition à son admission, même à un programme quelconque, hein, piloté en collaboration avec ces exportateurs-là. Donc, nous vous invitons, compte tenu du fait que la GIZ a bien voulu nous convier à cette tribune-là, nous invitons l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire à mettre sur la table toutes les questions qui peuvent constituer des difficultés que vous rencontrez dans votre enrôlement dans ce système-là, afin qu'au niveau du Conseil Café Cacao et en collaboration avec les autres acteurs, nous puissions trouver des solutions idoines. Voilà ce que j'ai voulu partager en résumé avec vous. Donc, je pense que la séance d'échange et de questions permettra de clarifier certains aspects et d'apporter des réponses à vos préoccupations. Sur ce, je vous remercie. Merci également, monsieur le directeur, pour cette belle intervention qui permet de mettre le pied dans le plat par des échanges. Nous allons tout à l'heure lancer la phase d'échange et chacun pourra partager ses préoccupations. Je vais emprunter les mots du directeur. Sentez-vous libre, posez les différentes préoccupations afin qu'on puisse trouver ensemble ou que le directeur puisse donner des solutions qui pourront être vous aider dans la mise à disposition massive de la carte au niveau de vos membres. Donc, pour ceux ou celles qui ont des préoccupations, veuillez lever simplement la main et au fur et à mesure, on pourra vous introduire. OK. Il y a Monsieur Élise. OK. Nous allons commencer avec Madame Aïkba. Madame Aïkba, vous avez la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur le directeur et bonjour, monsieur Koulibaly. Merci pour vos informations données donc, à travers la présentation que vous avez faite de façon succincte. J'ai deux préoccupations et puis une question. Ma première préoccupation, c'est peut-être
demander pourquoi est-ce que les sociétés coopératives n'ont pas été associées dès le départ je dirais, à ce mécanisme. Parce que pour moi, je pense que ça aurait été plus simple que les sociétés coopératives, puisqu'elles sont en lien avec les planteurs, puissent être fait partie du système, voilà, pour pouvoir simplifier un peu la tâche. Parce que là, le rouleau d'étranglement, c'est on est à quelques temps de la campagne et il se trouve qu'il y a des producteurs peut-être qui n'ont pas été recensés ou qui ont été recensés, qui n'ont pas la carte. Donc, en fait, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les coopératives n'ont pas été associées. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Et je voudrais aussi demander, le directeur a parlé de préenregistrement dans le système. Ça veut dire que pour des personnes qui ne pourraient pas vendre parce qu'ils ne sont pas identifiés, on pourrait les préenregistrer. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'éléments en fait sur cet élément, je dirais, sur cette phase-là? Comment est-ce que ça se passe? Parce que puisqu'on n'a pas on n'a pas les données relatives à sa parcelle, si on le préenregistre, et comment est-ce que ça se passerait, voilà, de façon factuelle? Et ma troisième préoccupation, c'est par rapport aux exportateurs. Parce que vous avez dit que la base de données a été équilibrée, on va dire ça, avec celle du GPEX, donc qui, je pense, réunit l'ensemble des exportateurs. Mais on sait tous, bon, pour la plupart des personnes qui travaillent longtemps en coopérative, que les exportateurs se partagent en fait un même marché. Ça veut dire qu'ils se partagent les mêmes producteurs. Donc, il y a un producteur alpha que je nommerai, voilà, comme ça, qui se retrouve peut-être dans la base de données de SACO. Et ce même alpha se retrouve dans la base de données livre aussi du cacao à Cargill. Et puisqu'on a maintenant un identifiant unique au niveau du producteur, et ce producteur-là livre, je dis, n'est pas fidèle, il livre dans deux endroits à la fois. Comment ça se passerait de façon factuelle au niveau de ce système-là pour ce planteur alpha? Merci beaucoup. Merci, merci Madame Aïkwa. Monsieur le directeur, on prend une série et vous répondez ou vous allez répondre directement. Mais tout dépend de vous, hein. Ça dépend de l'approche des organisateurs. Si vous pensez O- qu'on Ok, doit donc prendre une série ou bien répondre du tic au tac, tout dépend de vous. comme on allait prendre une série de trois questions, mais comme elle a posé trois questions, je pense que c'est bien de Donc, répondre vous à souhaitez ça et qu'on pouvoir réponde. continuer. Voilà. OK. Alors, j'ai dit merci à ma sœur Dame Aïba pour la pertinence des questions qui ont été posées. Effectivement, cette question, la première, qui est relative à l'association des sociétés coopératives pour l'identification des producteurs, c'est une question qui revient à toutes les tribunes où nous présentons l'approche que nous avons adoptée. Il faut dire que quand on prend l'organisation de nos sociétés coopératives aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la crédibilité de l'appartenance d'un producteur à la dite société coopérative. Je pense que dans votre dernier point, vous l'avez énoncé d'une certaine façon, mais en allant au niveau des exportateurs. On a fait des exercices avant de commencer le recensement. On avait demandé aux sociétés coopératives de nous déclarer la liste de leurs sociétaires sur un format que nous leur avions communiqué au moment de la codification. Mais lorsque on exploite ce fichier-là et qu'on faisait des croisements, on se rendait compte que le même producteur-là, il pouvait déclarer, je pèse le mot, par une dizaine de sociétés coopératives dans la même zone. Donc, la question de la véracité de l'appartenance là se posait. Et comme la principale variable d'intérêt était le producteur qu'on voulait rechercher dans son milieu, on a dit, de peur de rentrer dans les tiraillements entre acteurs là, dans un premier temps, pour constituer le socle, c'est-à-dire la base initiale, nous allons nous rapprocher de la variable d'intérêt qui est le producteur. Directement, nous l'identifions dans son milieu. Quitte à lui de nous dire, je suis membre de telle société coopérative ou pas. Mais tenez-vous bien
la plupart des producteurs qui ont été recensés là n'ont pas été capables de nous désigner la société coopérative à laquelle ils appartenaient, quand bien même les coopératives réclamaient l'appartenance de ces producteurs. Donc, on a voulu disposer, indépendamment des organisations de producteurs, on a voulu disposer d'une base initiale à partir de laquelle on allait partir et puis essayer de ventiler a posteriori le producteur. À travers cette approche-là, on a quand même recensé plus d'1 million de producteurs et on a distribué plus de 900 000 cartes. Donc, on a quand même obtenu des résultats. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est l'exercice que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire les sociétés coopératives qui nous disent que leurs producteurs n'ont pas été recensés, qu'elles nous fassent l'état réel des lieux des producteurs non recensés pour qu'on puisse les rechercher dans la base. Mais dans la plupart des cas, ce que nous constatons, c'est que ces producteurs-là existent déjà dans notre base de données. Et souvent, le producteur, il est recensé, il a sa carte, sans que la société coopérative n'en soit informée. Quand bien même elle déclare que ce producteur appartient à cette société coopérative. Donc, il y a cet exercice-là que les sociétés coopératives devront faire pour s'assurer que les membres ont été effectivement recensés et qu'ils ont les cartes. Donc, il y a une question, peut-être, je dirais, de confiance entre souvent les producteurs et leur société coopérative. Voilà. Donc, on aurait dû choisir cette option-là. C'est une option statistique que nous avons prise, mais qui a donné des résultats que nous sommes en train d'exploiter. Alors, la deuxième question, c'est le préenregistrement. Alors, le préenregistrement vient comme une réponse à la première question que vous avez posée. Ça dit, on a identifié les producteurs dans leur milieu sans associer initialement les sociétés coopératives. Au moment de la transaction, le producteur dit non, je n'ai pas la carte, je n'ai pas été recensé. Et comme on a voulu apporter une mesure de facilitation, on a ouvert cette lucarne qui permet de lui attribuer un code provisoire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans l'exploitation des déclarations de producteurs non recensés par les sociétés coopératives? Allô, monsieur Koulibaly, nous vous entendons. Fait l'objet de recensement. Donc, il y a cette problématique-là. Monsieur le directeur, on vous avait perdu. La sensibilisation que nous allons réussir à le faire. La dernière question relative à la base de données des exploitateurs. Alors, vous avez bien adressé la problématique qui se posait. Chaque exploitateur... Monsieur le directeur, excusez-moi. Oui. Avant de continuer, pour la deuxième question, à la fin, on vous a perdu. Oh là là. Bon, d'accord, c'était à partir de quel moment? Bon, pour la deuxième question, je vais reprendre. Tu dis quoi? C'était sur l'expérience des codes préenregistrés. D'accord. OK. Ça concernait les codes préenregistrés. Oui. OK, vous m'entendez mieux? Oui, 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 oui. D'accord. Alors, pour la deuxième question, les codes, les préenregistrements. L'objectif était de permettre aux producteurs qui déclaraient n'avoir pas été enregistrés dans le système de traçabilité de transacter et de se voir attribuer un matricule provisoire. Mais après ce préenregistrement-là, il y a toute une série d'actions qui permettent de confirmer, je vais dire, l'identité du producteur et même, comme on appelle, la géolocalisation de ces parcelles. Et donc, c'est après avoir achevé le processus qu'on produit la carte de ce producteur-là. Mais ce que nous avons constaté, près de 35% des producteurs qui se déclaraient, qui ont été déclarés ainsi par les sociétés coopératives, étaient déjà référencés dans notre base de données. Voilà. Donc, cela pose la question même de la véracité de certaines déclarations. Et donc, pour résoudre ce problème, nous pensons qu'il est important qu'un accent soit mis sur la sensibilisation des producteurs
pour qu'ils déclarent clairement leur statut à leur société coopérative pour éviter les enregistrements en doublon dans la base de données pour ceux qui ont bénéficié déjà du recensement. Et donc, la dernière question était relative à la base des exploitateurs avec des producteurs qui peuvent appartenir à plusieurs exploitateurs dans le cadre de programmes diversifiés. Mais au-delà des exploitateurs, même à plusieurs sociétés coopératives, dans plusieurs sociétés coopératives, on a retrouvé des producteurs en doublon. Pourquoi? Parce que le même producteur, la même société coopérative travaille aussi avec plusieurs exploitateurs. Et le même producteur, compte tenu du fait que les exploitateurs avaient des systèmes d'identification des producteurs différents, donc le même producteur apparaissait avec des matricules différents dans les bases de données des différents exploitateurs. Et cela montre l'intérêt du système national, de la base de données nationale, dans la mesure où, avec le matricule unique là, on peut identifier clairement ce même individu qui participe à plusieurs programmes. Mais mieux, lorsque nous allons corréler le potentiel de production de ce producteur-là au volume qu'il peut commercialiser, vous allez voir que quelle que soit la multiplicité des programmes, il n'ira pas au-delà des volumes qui sortent effectivement de ces parcelles qui ont été cartographiées. Et donc, le recensement du conseil devrait permettre d'assainir, je dirais, toutes les statistiques de commercialisation qui existent au niveau de l'ensemble des producteurs. Voilà les premières réponses que je voudrais vous partager. Oui, Merci, avec votre permission, il y a certaines questions oui. que je vois déjà sur la plateforme. Il y a une question qui est très intéressante qui a été posée par M. Zachary Tenon et qui va dans la même veine, à laquelle je voulais apporter une clarification. Effectivement, la plateforme de filiation des sociétés coopératives, là, elle existe. Hein. Des producteurs aux sociétés coopératives, elle existe. On a mis à leur disposition une interface dans ce que vous connaissez qu'on appelle le SIDORé. Là. On a mis à leur disposition cette interface-là. Dans cette interface, on demande à chacune des sociétés coopératives de créer et de déclarer l'ensemble de ses producteurs. Mais qu'est-ce que cela nous a permis de constater? Mais bien évidemment que les mêmes producteurs se baladaient de coopérative en coopérative. Et lorsqu'on mène des investigations sur le terrain, ce producteur ne sait même pas qu'il appartient à certaines sociétés coopératives. Donc, cette plateforme-là, comme vous avez demandé de savoir, vous avez posé la question de savoir pourquoi ne pas créer une plateforme d'affiliation des producteurs, on le fait. Mais tant que c'est la société coopérative seule qui déclare sans obtenir l'approbation du producteur, ça reste déclaratif. Ça reste déclaratif. Maintenant, la notion de transparence, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais c'est une plateforme qui est à la disposition de l'ensemble des acteurs. Et comme nous sommes propriétaires de ces données-là, nous avons cette responsabilité de protéger ces données-là et nous interpellons les acteurs concernés eux-mêmes, à savoir le producteur et la société coopérative, sinon les sociétés coopératives, lorsque nous constatons des doublons dans la déclaration des producteurs. OK. Donc, je vais vous repasser la parole pour d'autres préoccupations. Oui. Monsieur le directeur, peut-être on va prendre aussi une autre question qui était juste avant celle-là. Les agroforêts? Oui, oui. Oui, effectivement, les producteurs des agroforêts qui n'ont pas leur carte. Alors, lors du recensement, nous avons pu identifier des producteurs dans certaines forêts classées, dans des aires protégées. Ces producteurs-là, ils ont été identifiés et leurs parcelles dans ces aires-là ont été aussi cartographiées. La difficulté que nous avons eue par la suite, c'est que nous n'avions pas obtenu l'autorisation des eaux et forêts ou de la source d'effort pour aller remettre ces cartes-là à ces producteurs. Depuis un peu plus d'1 an,
nous sommes en train de mener une démarche commune avec le ministère des Eaux et Forêts pour nous permettre d'identifier le verger qui se situe dans les aires protégées. Voilà, ça nous permet d'avoir une bonne cartographie du cacao qui provient de cette zone-là. Maintenant, pour ce qui est des agroforêts, alors, nous avons l'obligation d'identifier les producteurs de ces agroforêts-là, compte tenu des démarches qui sont entreprises pour pouvoir commercialiser le cacao issu des agroforêts sous certaines conditions, c'est-à-dire disposer d'un aménageur forestier, voilà, qui fera cohabiter, comme on appelle la culture du cacao, avec des arbres d'ombrage. Donc, du coup, nous sommes en train de mener les discussions avec les autorités compétentes à l'effet, voilà, de faciliter l'identification de ces producteurs-là. Parce que dans les conventions qu'il aura entre l'aménageur de ces forêts-là et l'État de Côte d'Ivoire, c'est qu'il aura l'obligation d'identifier et de cartographier les parcelles des producteurs qui sont installés dans ces agroforêts. Voilà. Donc, ils seront pris en compte par le système de traçabilité. OK. Merci, monsieur le directeur. Nous allons poursuivre avec ceux qui ont la main levée. Madame Toku. Ok, Oui, bonjour à tous. je vois une autre question, monsieur Saturnin, qui demande pourquoi le conseil n'a-t-il pas donné instruction de collecter les pièces d'identité des producteurs dont les cartes ne sont pas afin de rendre. Oui, bon, je pense que c'est des travaux que nous faisons avec certaines multinationales qui fédèrent des sociétés coopératives dans le cadre de leur projet des programmes de durabilité. On ne peut pas collecter, on n'a pas ce pouvoir de collecter directement les pièces d'identité, mais par contre, on essaie de trouver peut-être une matrice à travers laquelle les sociétés coopératives elles-mêmes inscrivent les numéros de pièces d'identité, un certain nombre d'informations quantitatives et qualitatives permettant de caractériser au mieux ces producteurs-là. Voilà, donc ce travail-là, il est fait et il est en cours. Voilà. Il est en cours. Je ne sais pas si votre structure travaille avec des exploitateurs ou une multinationale, mais vous saurez qu'on a commencé ce travail-là depuis plus d'1 an, hein. Non, je dirais même depuis plus de 2 ans, où il avait été question qu'on nous mette à disposition ce genre d'informations pour rechercher dans notre base de données les producteurs recensés. Et c'est là que nous découvrons souvent que des producteurs sont déclarés comme non recensés par les coopératives pendant qu'ils ont leur carte. Pour terminer sur ce point-là, à titre d'illustration, nous nous sommes rendus avec une délégation de membres du GPEX qui soutenaient cette même argumentation-là sur un site de distribution de cartes. Et il y a une société coopérative est venue avec des producteurs qui déclaraient n'avoir pas été recensés. Mais lorsque le premier producteur s'est présenté afin d'être enrôlé, on s'est rendu compte que d'abord, il avait été recensé, mais sa carte était disponible sur le site de distribution, mais il ne s'était jamais présenté malgré les appels qui étaient lancés. Donc, il y a ce travail de sensibilisation à faire à l'ensemble des producteurs pour que chacun prenne conscience que c'est un programme dans lequel on est engagé, un processus irréversible dans lequel il faut s'engager pour ne pas connaître des désagréments. Alors, est-ce qu'il est prévu une dérogation pour les producteurs qui n'auront pas de carte? Alors, je ne veux pas répondre par l'affirmative à cette question-là, parce qu'il y a des producteurs dont les cartes sont prévues, sont disponibles, mais qui ne viennent pas les retirer. Donc, si tu dis maintenant qu'il y a une dérogation, ben, ça va les conforter dans leur posture. Donc, la réponse est non. C'est non, mais on prendra des dispositions pour les producteurs qui n'ont pas effectivement été recensés. Les dispositions seront prises pour faciliter leur enrôlement et donc l'obtention de la carte dans le meilleur délai. Et donc, on envisage un système d'identification
et de production des cartes in situ, c'est-à-dire sur les différents sites là de commercialisation pour faciliter cela. Merci. Autre question, mais il y a d'autres mains qui sont levées, hein, indépendamment des questions qui sont posées de façon textuelle. Donc, allons-y. Oui, je pense qu'on va prendre des questions avec les mains levées et puis on pourra revenir s'il y en a encore dans le chat. D'accord. Oui, Madame Toku, vous pouvez poser votre question. Ok, merci à tous. Moi, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir, bon, la plupart des producteurs de cacao sont en majorité analphabètes, ne savent pas lire et écrire et ne disposent pas pour la plupart de téléphones. Et face à ces contraintes, est-ce que le Conseil Café Cacao a prévu des mécanismes pour réduire ces différentes contraintes? Et aussi, il y a certains producteurs qui sont dans des localités vraiment éloignées et donc très loin des points de retrait. Et ces différents points éloignés peut-être engendrer des coûts additionnels en termes de transport, mais aussi de temps que ces producteurs vont vouloir dégager pour aller retirer. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour faciliter le retrait au niveau de ces producteurs? D'accord. Ok, merci beaucoup. Je pense que la question que vous abordez, elle est importante. Les producteurs ne diffusent pas de téléphone. Voilà, effectivement, c'est une question qui s'est posée au début quand on devrait concevoir le système. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent, les statistiques de l'ARTCI disent quand même le contraire. Le taux de pénétration du téléphone en milieu rural, il est plus que surprenant. Hein. Nous sommes à des taux qu'on n'imagine pas lorsqu'on est généralement en ville. Et moi, je prends mon exemple. Moi, j'ai ma maman qui habite en zone rurale. Elle n'est pas là à l'école. Mais lorsque je lui envoie des ressources sur Orange Money, là, le montant, là, elle sait le lire. Elle sait prendre des mesures nécessaires. Quand on lui dit c'est ton argent, elle s'entoure des mesures sécuritaires nécessaires pour retirer effectivement cet argent. Donc, son téléphone, lui, sert à faire deux choses, à recevoir les appels de ses enfants et même à les appeler souvent, et aussi à faire des transactions Orange Money. C'est pour dire que, en plus de l'accompagnement au changement que nous devons faire à travers la sensibilisation, il y a une prédisposition des producteurs à utiliser ces outils-là. Voilà. Ils sont certes analphabètes, mais si c'est pour compter l'argent là, je pense qu'ils ont des méthodes. Ils ont des méthodes. Voilà. Donc, l'expérience a montré quand même que c'est possible. Alors, pour ce qui est de l'éloignement des points de retrait, alors, initialement, nous avons pensé que la carte devrait être utilisée à travers le système bancaire. C'est ce qui justifie la puce. Donc, on paie le producteur sur sa carte, il va dans un guichet automatique, il retire l'argent. Mais on s'est rendu compte que ça, ce n'est pas une approche réaliste. Peut-être les grands producteurs, ceux qui ont été à l'école, peuvent aisément aller dans une banque, dans un guichet, retirer de l'argent. Par contre, la plupart des producteurs que nous rencontrons en milieu rural sont plus à l'aise en matière de retrait de fonds avec le mobile money. Donc, on a envisagé cette fonctionnalité-là de façon à ce que lorsqu'une transaction est faite et que les ressources sont disponibles à travers la carte, le producteur puisse aller à un point de retrait mobile money pour retirer les fonds. Voilà. Et généralement, dans les grands centres où ces producteurs commercialisent leur production, là, généralement, on a quand même 1, 2, voire 3 points de vente mobile money à travers lesquels ils arrivent à réaliser quand même des retraits. Mais comme je l'ai dit, c'est un système naissant, les dispositions seront prises. Hein, il serait utopique, il y a ça à vous, je peux le dire, de penser qu'on va verser 100% des fonds du producteur dans un premier temps sur la carte. Voilà, nous allons aller progressivement pour que le producteur
s'habituent à ce nouvel environnement, à cet écosystème-là, avant de passer au tout digital dans les paiements. Mais par contre, la commercialisation des volumes, la traçabilité des volumes doit être assurée à 100% dès le départ. Merci. OK, merci également, monsieur le directeur. On va revenir à l'arrêt, c'est-à-dire prendre 3 préoccupations et ainsi de suite. Monsieur Fabrice, vous avez la parole. Monsieur Chérif. Ah oui, il y a certaines questions qu'ils ont posées tout à l'heure. Oui, merci bien, monsieur Chérif. Bonjour à tous. Et j'aimerais remercier le Conseil Café Cacao pour cette initiative. En tout cas, je dis merci encore au directeur qui, vraiment, depuis ce matin, là, en train de nous détailler tout le système. Ça fait que nous comprenons mieux maintenant et on saura comment s'adresser aux producteurs. Mais en même temps qu'il répond aux questions aussi, il y a d'autres préoccupations qui naissent. Donc, ça fait que j'ai noté au moins 4 préoccupations ici. D'accord. Concernant la fiabilité des déclarations. Je pense que les producteurs, ils ont un souci. Lorsqu'ils ont été enregistrés, il y a beaucoup qui ont perdu leur revenus. Ils n'ont pas été recensés. Voilà, donc c'est ça qui fait qu'il y a d'autres qui ont les cartes, mais ils ont les difficultés d'aller prendre. Ils n'ont pas le reçu même. Ils n'ont pas le reçu. Donc, c'est ce qui fait un peu, ce qui pose le problème. Maintenant, par rapport à l'agroforêt, bon, depuis un moment, je crois que c'est l'année 2025, nous avons été sensibilisés par le ministère des Eaux et Forêts, voilà, avec l'appui des délégations régionales des Eaux et Forêts, que depuis un certain moment, avec le nouveau code forestier, là, les forêts classées, les agroforêts qui ont été détruits de plus de 75%, on pouvait laisser les producteurs s'y installer et comme monsieur le directeur l'a dit, et progressivement, ils allaient régénérer ces forêts-là pendant 20 ans. Donc, je me demandais, pourquoi encore, s'ils ont déjà pris cette initiative-là, ils n'accéléraient pas le processus pour que ces producteurs-là soient pris en compte dans le système rapidement. Oui, maintenant, voilà, concernant la dérogation, je pense que depuis un certain temps, il y a les spots publicitaires sur Facebook et puis à la télé aussi, RTI, qui dit qu'à partir du 1er septembre, les producteurs n'ayant pas de cartes ne pourront pas commercialiser leurs productions. Or, il y a beaucoup de producteurs qui sont dans les coopératives enrôlés lors des campagnes de recensement, mais qui aujourd'hui, avec les programmes de certification comme Rainforest et Fairtrade, ont des plantations qui ont été mappées, dont ils ont les polygones qui sont disponibles au niveau de l'Union européenne, même parce qu'on met en ligne sur une plateforme RACP, par exemple, où déjà l'ensemble des acteurs de l'Union européenne ont ces données-là. Mais comme ils n'ont pas la carte des producteurs au niveau national, bon, je me demande à ce niveau-là aussi, qu'est-ce que le Conseil peut faire pour que ces producteurs-là, avec les données déjà directes que l'Union européenne a, si vraiment le spot prend effet vraiment à partir du 1er septembre-là, pour ne pas que ces producteurs-là soient lésés dans la commercialisation avant d'être identifiés rapidement. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais terminer par votre dernière préoccupation. Alors, effectivement, il faudrait qu'on admette tous que dès le 1er septembre, nous allons passer à la généralisation du système de traçabilité. Alors, tout à l'heure, quand je donnais des chiffres, j'ai dit qu'on a plus de 900 000 producteurs qui ont reçu les cartes et qui sont dans les zones de production. Et nous avons identifié un peu plus de 1 100 000 producteurs. Donc, ça me permet de répondre à la question d'un des intervenants en ligne qui nous demandait si le Conseil dispose encore des cartes. Effectivement, nous avons encore des cartes, environ 200 000, qui sont en cours de distribution dans les zones de production. Alors, je me réjouis vraiment que la GIZ nous ait conviés. Pardon? D'accord. Nous ait conviés à cette tribune-là
compte tenu du fait qu'elle nous permet d'échanger avec des acteurs de terrain qui sont en contact avec des producteurs. Alors, dans ce processus-là, moi, je pense que chacun a une partition à jouer. Au lieu de croiser le producteur qui te dit « je n'ai pas été recensé lors d'une AG, et donc ça sera difficile que je vende mon produit » et donc poser la question de cette façon-là, moi, je souhaite plutôt que lorsque vous vous trouvez dans ce cas de figure-là, vous puissiez identifier vous-même ces producteurs-là et puis faire la démarche vers nous pour dire non, j'ai un vivier de producteurs qui ne sont pas recensés. Il faut que dans l'intervalle, là, vous nous proposez un ensemble de mesures qui nous permettra d'être prêts d'ici le 1er septembre. Voilà, donc il y a des actions à mener de part et d'autre. Voilà, pour qu'on puisse atteindre l'objectif commun. Sinon, dire que on a un délai que je qualifierais d'élastique, c'est faux. Le règlement de l'Union européenne, jusqu'à la preuve du contraire, il rentre en vigueur en janvier. Et donc, c'est pour éviter que ce soit au moment de l'entrée en vigueur de ces règlements-là qu'on va constater les difficultés, qu'on commence un peu plus tôt le déploiement du système de traçabilité. Donc, il faut encourager vos producteurs. Et vous-même, en tant que société coopérative, il faut faire un état réel des lieux. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont venus nous voir. Quand on leur demande cette information, qu'on leur met les outils à disposition, bon, ils sont incapables de le faire. Ils sont incapables de le faire. Donc, si on a une cartographie réelle de vos producteurs, recensés ou pas, et qu'on peut mener ensemble des actions pour faciliter leur enrôlement, en tout cas, nous sommes disponibles au niveau du conseil à travers nos délégations régionales. Voilà, donc déjà, passer de plus en plus ce message-là pour que, voilà, on soit prêts tous ensemble. Pour la première question, les récépissés, là, voilà, ça encore, je vous demande de dire au producteur qu'il ait perdu son récépissé ou pas, qu'il se rende sur les sites de distribution, ou bien même, bon, si les agents ne sont plus présents, parce que lorsque le nombre de cartes diminue dans une localité donnée, les agents se déplacent. Ils concentrent leurs actions dans les localités où il y a beaucoup de cartes à distribuer. Ils peuvent se rendre en délégation régionale pour réclamer la carte. Parce qu'au moment de la remise de la carte, là, il y a un autre enregistrement qui est fait. Donc, on voit d'abord ta photo, mais après, on te prend des photos pour tenir compte des exigences du système monétaire, puisqu'on utilise la monnaie électronique à travers la carte. Donc, dites-leur, ce n'est pas un problème. Ils peuvent se rendre sur les sites là pour se faire délivrer leur carte. Voilà. Même ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, ça aussi, c'est très important. Initialement, on ne remettait pas les cartes à ceux qui n'avaient pas de pièces d'identité. Mais compte tenu du fait qu'on fait un double enrôlement du producteur à sortir de sa photo, on nous a autorisé de leur remettre provisoirement la carte à l'effet de leur permettre d'aller peut-être s'établir une pièce d'identité. Voilà. Donc, le système est tel qu'on accorde pas mal de facilités pour que les producteurs aient effectivement les cartes. Alors, pour la prise en charge des producteurs qui sont dans les agroforêts, effectivement, nous sommes prêts à accélérer. Il y a des conventions qui doivent être signées avec les aménageurs forestiers. Et donc, une fois que c'est fait, en collaboration avec l'aménageur, on déploie l'ensemble des actions pour pouvoir identifier les producteurs. Je pense que c'était essentiellement ça. Hein. Voilà, c'était essentiellement les deux. Bon, la dernière question rejoignait la troisième. Donc, je pense qu'on attend aussi la collaboration des sociétés coopératives dans ce sens-là. Ça va nous faciliter beaucoup de choses. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Fabrice. On va passer à monsieur Botti Zamblé. Si vous, voilà. Alors, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Chérif. J'espère qu'on m'entend. Alors, je suis... Oui, on vous entend, mais parlez un peu plus fort et allez directement à la question pour que tout le monde, on puisse prendre toutes les préoccupations. Ok. La question que je voulais poser, c'est au niveau... Moi, je n'entends pas, hein. Je n'entends pas. On vous entend très difficilement.
Allô, vous Soit tu peux m'entendez écrire, maintenant? ça peut. Vous me Oui, on vous recevez? entend maintenant. Oui, maintenant c'est Oui, bon. je disais que ma question, c'est sur la norme RS1000. On sait que la norme RS1000 va rentrer bientôt en vigueur, disons, est en phase de déploiement et il y a la carte du producteur qui est lancée. Or, dans la norme, là, il y a le PDC où on demande la collecte des données du producteur. Donc, je voulais savoir si les informations qu'on collecte déjà pour la carte du producteur, on va l'utiliser aussi pour la norme. Et dans la mesure où Non, le c'est une producteur, évidence, non? et dans la Non, mesure allez-y. et dans la mesure où le producteur a une nouvelle parcelle, donc il veut créer une nouvelle exploitation, est-ce que la carte de producteur, ça sera, disons, pérenne ou bien ça sera pour chaque campagne? Parce que s'il crée une nouvelle plantation, c'est une nouvelle donnée qu'il faut collecter. Donc, à ce niveau-là, est-ce que la carte du producteur sera pérenne dans le sens où ça serait à vie pour le producteur ou est-ce qu'à à chaque exploitation, il faut une nouvelle carte ou bien de nouveaux données à collecter? Voilà, c'est ça ma question. Alors, merci pour le lien entre la norme ARS 1000 et la traçabilité. La traçabilité est une exigence de la norme ARS 1000. Ça, c'est la première observation. De deux, c'est la même structure qui pilote ARS 1000 qui met en œuvre la traçabilité. Donc, il est tout à fait, je dirais, cohérent de penser que les informations collectées dans le cadre du recensement des producteurs qui peuvent alimenter les informations demandées à la norme ARS 1000 seront mises à disposition de ceux qui gèrent le projet ARS 1000. Donc, en la matière, il n'y a pas de souci à s'y faire. Maintenant, pour ce qui est des parcelles des producteurs, ne pas des producteurs qui acquièrent de nouvelles parcelles. Alors, je dirais, la parcelle n'est pas collée à la carte des producteurs. C'est-à-dire, cette carte-là, elle est reliée à une base de données qu'on peut mettre à jour. Donc, un producteur qui a une nouvelle carte, une nouvelle parcelle, on l'enregistre dans la base de données de ce producteur-là, dans la base de données de la filière pour le compte de ce producteur. Donc, ça ne va pas forcément nécessiter qu'on lui crée une nouvelle carte. Par contre, lorsque la parcelle change de propriétaire, lorsque l'identité de celui qui exploite la parcelle change, alors cela peut nécessiter la production d'une nouvelle carte. Mais sinon, si ce sont les attributs du producteur, à savoir la parcelle, s'il a eu un peu plus d'enfants et autres là qui viennent déclarer pour se mettre à jour, ça n'impacte pas, comme on appelle, la carte en elle-même. Voilà, donc les opérations de mise à jour peuvent arriver sans qu'on échange la carte. Merci, monsieur le directeur. Il y a monsieur Zachary qui voulait aussi poser une question. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Zachary, ton nom, il a baissé la main. OK. Oui, oui, non, ma mère est toujours debout. Alors, ma mère est toujours là. OK. D'accord, oui. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, M. Coulibaly, pour les présentations. C'est très intéressant. Mais j'étais en train de me poser une question de fond en termes de gouvernance, même de la gouvernance même du système. Je me posais la question, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour assurer l'inclusivité, mais aussi la participation dans la gestion même de ce système que vous avez mis en place et quel pourrait être le rôle des organisations comme Solidaridad, la GIZ dans cette gouvernance-là. Merci. OK. Alors, nous sommes une structure étatique, une autorité de régulation de la filière. OK? Donc, nous travaillons dans l'application, sinon dans l'observance des lois républicaines. Et nous régulons la filière pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nous rendons, je veux dire, automatiquement compte à nos supérieurs hiérarchiques, voilà, selon les orientations et les objectifs qui nous sont fixés. Donc, en termes de gouvernance, il y a des outils qui existent au sein du Conseil et qui permettent d'assurer, je dirais, la crédibilité de toutes les opérations que nous menons.
Il y a des audits qui sont commandités en interne, il y a des audits externes et j'en passe. Là où je trouve votre question pertinente, c'est que vous nous demandez quel est l'apport que pourraient avoir les organisations internationales comme Solidaridad et j'en passe. Alors, nous, on attend de vous que vous nous fassiez une offre de collaboration. Voilà, une offre de collaboration qui respecte, je vais dire, les contraintes que nous avons au niveau de la protection des données à caractère personnel et même de la confidentialité des informations que nous manipulons tout au long de la chaîne de commercialisation. Sinon, nous sommes prêts à collaborer avec tout acteur qui a la même vision que nous et qui nous permet, je dirais, de consolider, sinon de rendre robuste le système que nous sommes en train de déployer. Voilà. Déjà, pour votre information, avec les acteurs de la filière, nous avons mis en place un dispositif de partage des données. Voilà. Ce sont des acteurs qui génèrent des informations dont nous avons besoin. Et donc, lorsque nous nous croisons sur un certain tronçon pour les mêmes informations sur le producteur, on partage ces informations-là pour pouvoir, je dis, garantir au mieux leur crédibilité. Maintenant, si vous avez des propositions à nous faire aussi, pour, dans le sens d'améliorer la gouvernance ou la collaboration avec les autres acteurs, nous en serons preneurs. OK. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Cablan-Etienne Benjamin peut prendre la parole. Monsieur Cablan, si vous parlez, votre micro. Voilà. Oui, j'ai ouvert le micro. Vous ne me recevez pas? Oui, c'est bon maintenant, on vous reçoit. OK. D'abord, je dis merci à l'initiative pour nous rencontrer tous pour que nous puissions échanger. Alors, j'avais deux préoccupations. Et la première préoccupation a été plus ou moins répondue. Et okay. La dernière préoccupation concerne les cartes des producteurs. Je me rendais dans un lieu où j'avais plusieurs cartes avec moi et j'ai été braqué. Les braqueurs ont pris le sac qui contenait les cartes des producteurs. Donc, je ne sais pas comment faire pour pouvoir encore reproduire ces mêmes cartes-là. Donc, voici un peu ma question. Merci beaucoup. OK, on va prendre une série de questions. Est-ce que je dois comprendre que vous avez collecté la carte des producteurs, vous avez les cartes des producteurs, de plusieurs producteurs, à travers vous? Oui. C'est ça? J'avais ça. Quel est le mécanisme qui vous permet d'avoir les cartes des producteurs? Ce sont des cartes personnelles. Je partais pour des pesées et donc ces producteurs m'avaient demandé, puisqu'ils avaient leur cacao dans ces zones-là, je partais pour la peser, c'est là que j'ai été braqué. D'accord, oui, non, moi c'est d'abord le principe. Le principe, la carte, elle est personnelle. C'est comme si tu dis, bon, j'ai collecté les pièces d'identité de certaines personnes, je partais faire un papier et puis le principe de la carte de producteur, c'est qu'elle est personnelle. Et donc, pour ne pas, je dis, pour ne même pas entacher les transactions, il doit être là, il ne doit pas donner sa carte comme une commission pour pouvoir. C'est bon, c'est bon. Oui. Comme en sécurité, à supposer qu'on vous braque avec des cartes sur lesquelles il y a des, comme on appelle, il y a déjà de la monnaie électronique et que la personne, on s'arrange à vider tous les comptes là. Vous allez voir que vous aurez des problèmes. Voilà, donc, il n'est pas du tout conseillé de pouvoir. On vous a perdu, monsieur le directeur. C'est Chérif? Oui. Moi, je pense que la question du frais là, pose un vrai problème
non seulement de sécurité, comme l'indique le responsable, le directeur, mais aussi le fait qu'il y a un souci au niveau même des la délégation régionale. collecteurs qui ne peut pas peser en présence même du producteur. Donc, Oui. s'il ne peut pas peser en présence du producteur et qu'ils sont obligés de prendre les cartes des producteurs, ça pose un gros problème. Est-ce que vraiment les coopératives ont cette capacité d'aller avec des bascules au bord champ même, je dirais même dans l'exploitation pour peser et puis faire la transaction sur place plutôt que de prendre la carte? Parce que je pense que, à mon avis, hein, c'est un problème qui n'est pas seulement au niveau de ce monsieur, mais qui sera à généraliser pour l'ensemble des coopératives qui n'ont pas les capacités logistiques. Merci. D'accord, mais une coopérative, il y a un minimum logistique dont doit disposer une société coopérative. Hein. Ça, c'est d'abord ça. Maintenant, quel est le modèle de commercialisation au bord champ auquel vous faites allusion quand vous dites que les coopératives auront du mal à se déplacer de producteur en producteur? Parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, qui est la pratique courante, c'est que c'est le producteur qui se déplace et qui va vers le premier point de commercialisation, qui est soit le magasin de la section ou bien chez le pisteur pour vendre sa production. La réalité, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Parce qu'il y a des producteurs qui sont tellement souvent éloignés du premier point d'achat qu'en général, ce qui se fait, c'est que c'est les pisteurs ou bien comment on appelle, les délégués qui se déplacent pour aller prendre... Oui, mais quand il se déplace, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, il collecte généralement le produit et après, il va peser ce produit-là dans son magasin, non? C'est pas ce qui se fait en présence du producteur. C'est ce qui s'est fait, mais en ce moment-là, ils sont obligés de prendre la carte maintenant du producteur. Non, ils ne prennent pas la carte, le producteur se déplace. Tu lui donnes rendez-vous pour qu'il soit témoin. Parce que rien ne prouve que ce que tu es en train de peser là, ça reflète le poids auquel il s'attendait s'il n'est pas là. Voilà, le bon cheminement, c'est ça. Il faut que le producteur soit présent pour attester que la pesée a été réalisée dans de bonnes conditions. Ok, je laisse ça aux coopératives parce que c'est elles qui sont mieux placées pour expliquer ça. Hein. Pardon? Je laisse ça aux coopératives parce que je sais que la réalité là, est tout autre vraiment souvent sur le terrain. Bon, je les laisse ça. Non, il peut y avoir des arrangements. Mais la règle ne peut pas être bâtie sur des arrangements. Normalement, la section a son magasin, le producteur, là, il vient à la section, il dépose son produit, on le pèse. Souvent, on lui notifie ça d'une certaine façon à travers le reçu d'achat et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, quand vous me faites valoir que c'est le pisteur ou les délégués qui se baladent de porte en porte, ne pas dire de campement à campement pour collecter, mais ça veut dire au moment où ils collectent là, soit ils pèsent ou bien ils collectent pour aller peser ça dans son magasin. Mais quand il arrive au magasin, on doit faire obligation au producteur d'être là. Sinon, après, l'opération telle qu'elle se déroule là, elle peut générer des conflits. Donc, il n'est pas conseillé de garder par divers choix les cartes des producteurs. C'est une carte personnelle. Okay. Sinon, sur des pratiques que nous avons constatées avec d'autres systèmes de traçabilité, et même les promoteurs de ce système ont reconnu que c'était une faiblesse de leur système. À partir du moment où je détiens ta carte, moi, je peux commercialiser et t'attribuer un volume que tu ne sais même pas dans le système. C'est moi qui dis, voilà, je peux utiliser ta carte à ton insu. Donc ça, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une bonne pratique. Ok. Monsieur Kouassi Laurent. S'il vous plaît, ma préoccupation n'a pas été répondue. J'ai dit, je fais comment pour récupérer ces cartes. Oui, mais je pensais avoir répondu. J'ai dit que vous faites une déclaration de perte. Voilà, les concernés, bien entendu. Hein, parce que si c'est vous, il y aura des soucis. Les concernés,
les producteurs concernés font une déclaration de perte, où ils se rapprochent de la délégation régionale, on enregistre et au besoin, d'abord, la première action, c'est que la carte, elle est désactivée, on ne peut faire aucune transaction avec elle. Et ensuite, on se donne les moyens de lui produire la nouvelle carte. Donc, commencez par la déclaration des pertes, rendez-vous à la délégation régionale, et puis nous allons enclencher le processus. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue avec M. Kwasi Laurent. Si vous parlez votre micro. OK, si M. Kwasi Laurent n'est pas prêt, M. Ouattara Bakari. M. Ouattara, votre micro, si vous parlez. OK. Bon, on va continuer avec Monsieur Michel. Michael. Wow. Bon, apparemment, ils sont allés manger. Ils sont allés au déjeuner. Okay. Hein. Non, mais moi, je suis là. Ça fait quand même un petit moment qu'on est en train de parler pour qu'on parle, non? Oui, Okay. moi je suis là, vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend. Monsieur Ouattara, vous allez juste attendre un peu, oui, oui. Okay. Nous sommes là. Hein. OK, Monsieur Ouattara, posez votre préoccupation. Et Ok, allons merci directement beaucoup. droit au but pour gagner un peu plus de temps, vu qu'on n'est pas loin de la fin. C'est ça. Oui, justement. Bon, normalement, j'ai deux préoccupations. En tant qu'agent opérationnel, nous avons des difficultés sur le terrain. Ceux qui n'ont pas été recensés, beaucoup parmi eux, ce n'est pas parce qu'ils ont été omis, mais c'est des gens qui ne croient pas au système qui est en train d'être mis en place. Quand on dit quand si tu n'as pas la carte, tu ne pourras pas vendre, il y a beaucoup qui sont vraiment dubitatifs à ce niveau, ils ne sont pas prêts à s'engager. Donc, ça fait que nous, en tant qu'agents sur terrain, après nos explications, ils continuent toujours de poser des questions, mais comment cela est possible? Je ne sais pas comment il faut faire pour le convaincre si c'est le conseil avocat qui doit se rapprocher encore des producteurs pour réexpliquer pour qu'ils puissent s'engager. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est que cette préoccupation vient d'être renforcée par l'intervention de M. Tablon tout à l'heure. Il y a certains qui ont les cartes, mais quand on dit que le coopératif s'approche pour identifier ceux qui ont les cartes ou pas, il y a beaucoup qui n'acceptent pas. Il y a certains qui ont les cartes, mais qui te disent qu'ils n'ont pas, parce que déjà ceux qui ont fait la distribution leur ont fait comprendre que c'est personnel et qu'ils ne doivent partager ça à personne. Donc, il y a beaucoup qui n'acceptent pas. Quand tu leur demandes leur carte, ils ne te donnent pas. Il y a certains qui te disent que je n'ai pas. Mais quand tu rentres en profondeur, tu te rends compte que le gars, il a la carte, mais il ne peut pas te partager. Donc, c'est une deuxième proposition que nous avons. Je voulais porter à votre connaissance et puis voir si vous avez des solutions à ce niveau. D'accord. Alors, pour ce qui est de la première question relative aux producteurs réticents, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que je me réjouissais de participer à cette tribune. Parce que mon message que je vous passe en tant qu'acteur en contact avec les producteurs, c'est de leur dire que malheureusement, ce système-là est contraignant, mais c'est une réalité et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. Voilà. S'il s'agissait simplement d'une innovation du Conseil Café Cacao, etc., là encore, sans contrainte extérieure, on pouvait comprendre. Mais lui qui dit qu'il ne croit pas, quand on va lui dire que ton cacao là ne peut pas aller sur le territoire de l'Union européenne à cause du fait que tu t'es pas engagé dans ce process-là, quelle est la
Ce programme-là, qui te permet d'engranger quelques dividendes en fin de campagne sous forme de primes là. Tu n'en feras plus partie si tu n'as pas la carte. Voilà, il faut leur dire ça clairement, parce que peut-être ils ne voient pas le danger et ils n'arrivent pas à s'imaginer les conséquences quand on va ouvrir la campagne sans qu'il ait sa carte de producteur. Donc, soyez notre porte-voix. Les agents sont en train de faire de la sensibilisation. Hein. On a commencé depuis la fin du mois de juillet. Bon, la dernière semaine du mois de juillet, on a commencé une sensibilisation. Les DR sont sur le terrain. Je pense que pour le moment, ils se limitent au chef de département. Mais au besoin, on va descendre, on va aller encore, même dans les sous-préfectures, dans les hameaux, les campements, les villages, pour expliquer la nécessité de se faire identifier. Mais au-delà de tout ce que nous disons là, c'est une carte qui te permet aujourd'hui de bénéficier de la couverture maladie universelle de façon gratuite. C'est une carte qui te permettra désormais de bénéficier de toutes les prestations du Conseil Café Cacao. Moi, ne serait-ce que déjà avec ça, le producteur devait savoir que son intérêt, c'est ça. Et enfin, il faut les dire, il y a déjà 900 000 producteurs qui ont les cartes. Donc, si c'est lui qui pose problème là, bon, à un moment donné, il va se retrouver seul dans la difficulté. Voilà, c'est vrai que les Ivoiriens, on a cette coutume-là d'attendre les derniers moments pour aller faire des files d'attente pour nous inscrire dans des programmes. Mais aidez-nous à les sensibiliser. Voici Laurent là. OK. OK, oui, vous pouvez poser votre préoccupation. OK, d'accord, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le directeur. Voilà, moi, ma préoccupation se situe au niveau de la distribution des cartes. Allô? Oui, oui, répondez à votre situation. Oui, on vous reçoit. Il y a dit que la carte ne donnait pas le numéro au producteur. Les choses, le producteur ne donnait pas la carte coopérative. Oui, s'il vous plaît. Oui, il y a un volet de la question là, qui était relatif au fait que les producteurs refusaient de déclarer qu'ils avaient la carte de producteur. Alors, nous, on ne leur dit pas de ne pas déclarer leur statut à leur société coopérative. Voilà, on te dit la carte contient des informations qui sont privilégiées, donc personnelles. Donc, tu n'as pas à communiquer peut-être ton numéro de carte ou bien ton numéro de retrait à une tierce personne. Mais on ne leur dit pas s'ils appartiennent à une société coopérative de ne pas mettre à jour comment on appelle, leurs informations dans la base de données de la société coopérative. Pour moi, tout est fonction de la façon dont cette société coopérative communique avec ses producteurs. Voilà. Vous voulez avoir l'information, mais il faut leur demander de vous mettre à disposition l'information. Si ce sont vos producteurs, je dis, vous devez avoir une cohérence de vision, vous devez aller dans le même sens. Maintenant, s'ils sont réticents, bon, essayez de voir ce qui fait qu'ils sont réticents, mais sinon, au conseil, on n'a jamais dit de ne pas se déclarer à sa société coopérative que j'ai été recensé et donc j'ai ma carte de producteur. Voilà, donc M. Kwame Laurent. Oui, voilà, je voudrais savoir pourquoi ne pas associer la sous-préfecture pour la distribution des cartes. Par exemple, avoir un agent du conseil. Vous m'entendez? Avoir un agent du conseil au sein de la sous-préfecture et comme ça, les producteurs pourront passer de temps en temps pour retirer les cartes. Puisque bonne proposition, elle est à l'étude. C'est une bonne proposition. Elle est à l'étude actuellement. Voilà. On avait déjà anticipé. C'est une très bonne proposition. Voilà. Merci. OK, merci beaucoup. Merci à vous également. Okay. Monsieur Fernand. Monsieur Fernand, vous pouvez poser votre préoccupation. OK, ce n'est pas M. Fernand, c'est M. Conan. Pardon, il va procéder. OK. J'aimerais d'abord dire merci à M. Koulibaly et pour vraiment toutes ces informations. Bon, il y a quand même, bon, je n'ai pas fait la polémique, mais moi je pense que c'est quand même important de regarder aussi jusqu'à souligner Zachary parce que
c'est vraiment des choses qu'on observe beaucoup dans le milieu. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter déjà, mais qu'il faut aussi regarder et puis essayer de poursuivre pour voir comment on essaie de recadrer cela, comment on essaie de réorienter cela. Et puis comment on arrive peut-être à donner une orientation claire enfin, je dirais même de la chaîne de traçabilité à partir du producteur. Quand ça va commencer, il faudrait qu'il y ait un itinéraire que chacun pourra s'aligner dessus. Parce qu'on a beaucoup vu aussi avec les différents programmes de certification où chacun allait de part et d'autre. Il y a des moments même la traçabilité commençait déjà à partir de l'exploitateur pour venir trouver le producteur. Donc, c'est des éléments sur lesquels aussi il va falloir réfléchir. Maintenant, en dehors de cette proposition, j'ai une préoccupation. Dans le milieu, il y a beaucoup, par exemple, qui mettent les plantations en gage. C'est-à-dire que le producteur, on suppose qu'on l'a, comment on appelle, on l'a déjà peut-être enregistré, mais qu'il met sa plantation en garantie. Ça veut dire qu'il accepte la carte, mais celui qui l'exploite, c'est une nouvelle personne qui peut ne pas être producteur. Même si la personne est producteur aussi, vu les informations sur sa carte, c'est comme s'il y a un volume que lui ne pourra pas vendre. Donc, c'est le voir dans ce dynamisme-là, parce que c'est un mouvement qu'on trouvera chaque année, et surtout dans la période qu'on est dedans, là, cette période d'août où ils ont beaucoup de difficultés. Et quand c'est comme ça, les mises en gage là, vont très vite. Donc, c'est de voir comment on regarde ça, comment on peut arriver à, je dirais, à répondre, ou bien pour quelqu'un qui a pris une plantation en garantie, comment il fait pour pouvoir bénéficier de la carte pour pouvoir vendre aussi le cacao. Bon, c'est vrai que ça appartenait à l'autre, mais maintenant, ça l'appartient. Donc, c'est un peu la préoccupation que je souhaiterais voir comment on peut regarder ça et puis régler. Merci beaucoup. Merci pour les différentes contributions. D'accord. En tout cas, merci. Je reviens sur la première observation que vous faites. Nous, en tant qu'institution de l'État, on ne peut pas entériner une pratique qui n'est pas, je vais dire, autorisée par la loi. On dit la carte, là, elle est personnelle. Vous dites non, des producteurs ont des difficultés, donc on doit... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire on a aussi un rôle d'éducation et de discipline. Non, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'on garde la carte du producteur. Ah, d'accord, ok. On doit préciser. Je parle plutôt du système dans lequel c'est les gens, soit le délégué ou le pisteur qui va vers le producteur. Contrairement à des situations où c'est beaucoup plus les gens qui viennent vers peut-être le délégué ou en tout cas qui viennent vers le magasin. Donc, pour moi, comment on réussit à harmoniser, faire passer un seul message. Et puis maintenant, voilà, c'est ça ma préoccupation. J'ai compris. Ok, donc, voilà, okay, je ne dis pas qu'on doit garder la carte du producteur. Non. D'accord, ok, donc je comprends mieux. Mais effectivement, parce que quand le délégué va vers le producteur, il prend la marchandise, mais il la pèse à son magasin de section, c'est ça? Quand il va vers le producteur, où est-ce qu'il pèse la marchandise? C'est dans un magasin, franchement. Il vient peser à son magasin. Voilà, et c'est là nous disons qu'il est plus prudent pour le producteur de convenir de la date de pesée de son produit afin que cela se passe devant lui et que les enregistrements soient faits. Ça, c'est la recommandation que nous faisons pour éviter les dysfonctionnements. Maintenant, pour ce qui est des personnes qui mettent leur plantation en gage, effectivement, vous savez, quand nous on fait le recensement des producteurs, là, on est délivré un titre de propriété à un individu. On part sur la base de l'exploitant du moment. On identifie celui qui exploite la plantation au moment où nous sommes là. Si elle change d'exploitant pour une période d'1 an, 2 ans ou je ne sais quoi, mais automatiquement, le nouvel exploitant, là, il doit se faire identifier. Voilà, pour éviter les confusions dans le traitement. Il doit se faire identifier et on se fera fort de lui délivrer une carte. Donc, l'ancien, comme on appelle l'exploitant, lui aussi à son tour, il doit venir nous déclarer
que je ne suis plus propriétaire de telle parcelle et donc rattaché là au nouvel exploitant et j'en passe. Voilà, nous, on a connu ce genre de cas de figure au moment de la distribution des cartes. Il y a quelqu'un qui nous dit non, 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 lui, c'est celui qui travaille dans sa plantation là qui a la carte pendant que la plantation lui est revenue maintenant, etc. Bon, dans ce cas, on arbitre entre les deux. Si effectivement il a avéré que la plantation appartient ou est exploitée par tel, bon, c'est à lui qu'on établit la carte et on détruit l'ancienne carte. Voilà. Bon, il est un peu, on tend vers midi, hein? Oui, oui, c'est ça. Hein, Il reste que deux préoccupations pour clôturer la réunion. Oui. Monsieur Saoudodé, Massoud. Oui, c'est M. Massoudé, Michael. Oui. Okay. Ah là, c'est compliqué. Oui, oui. C'est pas compliqué, c'est d'accord, joli désolé. à lire. D'accord. Moi, ma préoccupation, je pense qu'il y avait des éléments de réponse quand même que M. le directeur a pu donner ça et là, mais peut-être qu'il pourra les approfondir encore. En fait, là, moi, je prends un cas de figure où un producteur, il a sa carte, mais parce qu'en fait, c'est des situations qu'on souvent, il a sa carte, mais malheureusement, il est décédé. Et donc, il est décédé, par exemple, en juillet ou en non-juillet. En août, maintenant, il est décédé en juillet. La campagne, c'est pour bientôt, c'est pendant 1 mois. Comment on fait pour faire les différentes ventes? Parce que la carte a été en son temps personnel. Et donc, les informations qui étaient rattachées à cette carte, il ne les a pas communiquées peut-être à sa famille ou ses ayants droit. Comment la famille fait pour vendre? Parce que là, on ne pourra pas. Ils n'ont même pas encore désigné qui sera le nouveau propriétaire de cette parcelle-là. Ils n'ont pas encore fait des partages, tout ça. Voilà. Donc, comment on fait pour vendre? Parce que la campagne est déjà là. Ouais, ça, c'est une colle. Hein. Mais bon, moi, ce que je vais vous dire, si là, il est décédé et qu'une déclaration de décès est faite avec la carte, avec les nouveaux ayants droit et j'en passe, je pense qu'il y a des facilités à faire. Sinon, dans le principe, si la plantation revient à une nouvelle personne, elle vient se faire identifier, on actualise notre base de données au nom de cette personne-là, on produit sa carte et les transactions continuent. Maintenant, si dans l'urgence, on peut présenter des pièces probantes qui permettent de réaliser la transaction en attendant que les ayants droit puissent établir les cas de producteurs, ce sont des solutions qui sont envisageables. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Il y avait une dernière petite question. En fait, tout à l'heure, on était en train de parler des producteurs qui, eux, ils sont encore réticents quant à aller s'enrôler et puis avoir les cas de producteurs pour pouvoir vendre. Bon, dans ces cas de figure, on se retrouve avec un producteur, par exemple, parce que nous, on est dans le programme de certification. M. Conan de la GIZ, il sait déjà. On a vu plusieurs cas où, au début des programmes, plusieurs producteurs ont refusé de venir adhérer à ces programmes-là, mais quand ils ont vu qu'il y avait des risques, notamment des primes et puis des gratifications, ils se sont rattachés à des producteurs pour pouvoir vendre en leur nom. C'est-à-dire que moi, je suis producteur, je suis dans le programme, mais monsieur le directeur n'est pas dans le programme parce que lui, à base, il ne croit pas au programme. Et quand on a commencé, et puis il a vu que monsieur le directeur a vu que vraiment c'est intéressant, mais comme il ne peut plus, au cours du jeu, là, venir intégrer rapidement, il vient me donner son produit, et puis moi, il vend mon nom. Donc, on s'est retrouvé à des coopératives qui ont perdu les certificats parce que le producteur, il dépassait souvent son volume ou bien il faisait plus que ce qui avait été prévu. Et donc, est-ce que les producteurs qui ne sont pas encore identifiés, qui seront en train de vouloir vendre auprès de leurs amis, est-ce que ce message est passé pour leur dire que vous qui êtes identifiés à travers vraiment une fraude ou bien est-ce que le message est passé clairement pour éviter qu'ils prennent le cacao de leurs camarades ou de leurs amis pour pouvoir vendre en leur nom? Parce que c'est des cas qu'on pourra voir vraiment sur le terrain. Oui, mais c'est pour ça que tantôt je parlais de contrôle qu'on mettra sur la carte lorsque le système sera bien implémenté. Et quand on cartographie la parcelle d'un producteur, je dis ça nous permet de dégager plusieurs indicateurs, notamment son potentiel de commercialisation, si on arrive à estimer efficacement le rendement de sa parcelle. Donc, tu ne peux pas déclarer 1 hectare et puis produire 10 tonnes sur cette parcelle à un moment donné. Vous comprenez? Donc, dans notre message de sensibilisation, nous insistons sur ce fait-là pour dire qu'à terme, il n'y aura même pas de passerelle, c'est-à-dire passer mon produit à un voisin pour qu'il vende parce que je ne suis pas enregistré, je n'ai pas la carte de producteur. Donc, c'est des pratiques qui ne vont pas prospérer. Raison pour laquelle il est important pour chacun
de se faire identifier et de disposer de sa carte de producteur. Voilà, donc ce message-là, moi, je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez nous aider à le passer dans le milieu. Voilà. Hein? C'est d'abord dans l'intérêt du planteur qu'il doit avoir sa carte et qu'il doit utiliser de façon exclusive sa carte lui-même. Voilà. Et que cette carte-là, à terme, lui permettra de percevoir l'intégralité du prix du gouvernement. Moi, bon, je ne sais pas s'il y a une autre question, mais je vais terminer par ça. Vous savez, cette campagne-là, on parle de reçus d'achat, non? On dit non, on m'a donné reçu, on ne m'a pas payé, le prix a changé. Mais le fameux reçu là, aujourd'hui, quelqu'un peut écrire un papier pour dire j'ai payé cacao à 2800 francs et je n'ai pas pu le vendre, donc je réalise une perte. Mais lorsqu'on digitalise la transaction, ça devient difficile de faire un rétropédalage dans le temps. Donc, tous ces éléments-là viennent pour sécuriser le producteur et ses finances dans l'environnement dans lequel il se trouve. Oui. Donc, soyez notre porte-voix auprès de ces producteurs-là et vous-même, vos coopératives, organisez-vous de façon à ce que les producteurs puissent prendre conscience de leur adhésion pleine à ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la traçabilité. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de mains. Monsieur Ibrahim Chérif. Monsieur le directeur, hein? oui. Si Je voulais apporter un additif concernant la carte de producteur. Oui. Je peux? Oui, Madame Regina, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le directeur. Merci, Monsieur Chérif Ibrahim. Alors, à la suite de ce que Monsieur le directeur a dit, la carte de producteur, il faut dire qu'il y a un concours international cacao d'excellence qui est organisé par Bioversity en Italie et la Côte d'Ivoire prend part chaque 2 ans. Et à l'issue de ce concours, les lauréats demandent le visa et le conseil les fait voyager, tout frais payés. Et à la demande de visa, la condition, c'était de présenter sa carte de producteur pour l'obtention du visa. Mais c'est très bien. Voilà, donc je voulais souligner ce fait. Ceux qui ont donné leur carte ont obtenu le visa. Ceux qui n'ont pas fourni de carte n'ont pas obtenu le visa. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à la suite du directeur. Mais je pense que ça, c'est plus qu'un additif. Ça montre l'importance de cette carte-là, indépendamment de nos activités en milieu rural. Vous voyez que cette carte-là, elle peut vraiment servir. Elle permet de te caractériser désormais comme un producteur. Et donc, c'est vraiment dans l'intérêt des uns et des autres de disposer de la carte. Je vois un dernier mail qui est levé. C'est ça. Monsieur Ngouran, pardon. On termine avec Monsieur Ngouran et puis voilà. Attention, il y a des questions, moi, toutes les questions, on va répondre. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mais un peu faiblement, donc vous pouvez parler un peu plus fort. Allô, c'est bon maintenant? Toujours faible. Désolé. Peut-être qu'il y a un écouteur. Il faut débrancher l'écouteur. D'accord. Allô? Voilà, c'est bon maintenant. Ok. Moi, ma question, déjà, je suis membre d'une OLC qui travaille sur les questions aussi, bon, dans l'accompagnement des producteurs. Et ma question, c'est de savoir comment, par exemple, on pourrait impliquer les OSC dans, on va dire, dans tout ce qui est mené à action, de sorte à amener les producteurs à avoir les cartes. C'est surtout ça ma question. Mais non, si éventuellement nous, on devrait organiser des campagnes de sensibilisation, quels seraient les éléments sur lesquels il faudra mettre l'accent pour que les producteurs puissent effectivement s'intéresser à la carte? Merci. Bon, d'accord. Moi, je saisis la pêche que tu nous tends. Si vous devrez organiser des sensibilisations, ben, on est prêt à accompagner ces sensibilisations avec des supports. Je veux dire, les éléments de langage, bien le message qu'on souhaite vous voir passer en milieu rural pour faciliter l'adoption de la carte. Voilà. Maintenant, en retour, moi, je souhaite plutôt que vous nous proposez une approche de collaboration. Voilà, qui nous permettra peut-être ensemble de mener des actions en milieu rural. Voilà. Donc, moi, j'attends que vous veniez vers nous avec des propositions.
D'accord. OK. Est-ce que vous pouvez un contact ou un mail? Un contact, d'accord. Monsieur Koulibaly, donne ton contact. Faut donner ton contact. Il va écrire son contact tout à l'heure afin que tout le monde, il est le point focal de la traçabilité. Donc, il va vous donner son contact. Et puis, voilà. OK. Merci. Dames et messieurs, chers participants, nous arrivons au terme de cette séance d'information consacrée à la carte du producteur, et cette rencontre nous a permis de manière générale de comprendre davantage les fonctionnalités de la carte, de faire un point sur l'état d'avancement de la distribution, mais également de pouvoir comprendre le déploiement ou de pouvoir mieux saisir le déploiement général du système national de traçabilité. Les échanges ont été également, les échanges ont permis également d'apporter des réponses aux principales préoccupations exprimées par les participants. Avant de clore la réunion, on va dire, nous, au nom du projet ProPlanteur et au nom de la plateforme digitale ProPlanteur, de manière générale, au nom de la GIZ, nous adressons nos sincères remerciements à M. Dadier, directeur de la direction des délégations régionales et de la commercialisation intérieure du Conseil Café Cacao, pour la qualité de la présentation, même si elle s'est faite sans document support de présentation, mais également pour la clarté de ses explications ainsi que la disponibilité à répondre aux nombreuses questions qui ont été posées par les participants. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des participants pour leur présence, leurs intérêts et la pertinence des interventions qui ont grandement enrichi, disons, cette séance d'information. Comme annoncé, la séance a été enregistrée et voilà, vous aurez à la fin de la séance ou voilà, dans les heures à venir, la présentation ainsi que le lien pour accéder à l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité ou qui n'ont pas pu suivre tout court. Avant de nous quitter, nous allons inviter Monsieur le directeur à nous adresser son mot de clôture. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Alors, je voudrais à nouveau remercier la GIZ et plus précisément le projet ProPlanteur de nous avoir conviés à cette tribune de grande écoute qui nous a permis quand même de partager notre vision et nos orientations afin de faciliter l'implémentation du système de traçabilité dès le 1er septembre 2026. Alors, je voudrais rappeler que le but de l'exercice n'était pas de donner des réponses aux préoccupations, mais de chercher des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs et qui peuvent entraver le bon déroulement du déploiement du système. M. Feignant vous a partagé son contact. Nous sommes vraiment disponibles pour recevoir toutes les suggestions qui vont dans le sens de l'amélioration. Mais au même moment, nous voulons vraiment compter sur chacun de vous, sur tous les participants et ceux qui sont au contact permanent des producteurs pour être notre porte-voix par rapport à tout ce qui a été dit et surtout pour nous remonter les difficultés que rencontrent certains producteurs qui ont la volonté de s'inscrire dans ce système-là, mais qui, pour une contrainte ou une autre, ont du mal, effectivement, à avancer et à obtenir la carte. Nous sommes disponibles à les accompagner et je pense qu'une bonne communication et des échanges vraiment entre nous pourra permettre d'aller de l'avant. Donc, on est disponible pour tout échange et on remercie encore la GIZ. Et on est prêt à répondre encore à d'autres tribunes qui nous permettront toujours de passer le message du Conseil Café Cacao pour contribuer au développement durable de la filière. Voilà, sur ce, je vous remercie et bon appétit à vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Un élément que je voulais encore souligner, c'est que, comme il a été dit, il serait très important que chaque coopérative à son niveau puisse faire un état de lieu
pour ses membres et afin de saisir le conseil pour pouvoir organiser des séances d'ensemble pour, disons, enregistrer ceux qui n'ont pas pu l'être et puis pouvoir les ajouter au système avant le déploiement. Si ce, merci à tous les participants et excellente journée. On vous donne rendez-vous pour le mois de septembre sur un autre thème aussi important que ça.